Bonsoir à tout le monde. Une fois de plus, on vous remercie bien d'être si nombreux derrière l'écran. Déjà, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Cécile Munch. Je suis agente de développement au comité départemental des clubs alpins des Pyrénées-Atlantiques. Donc, simplement pour recontextualiser en 2 mots, pourquoi ce webinaire? Tout d'abord, le contexte actuel que nous connaissons tous nous a obligés à annuler pas mal de manifestations, d'actions de sensibilisation sur nos activités, notamment hivernales et notamment le ski de randonnée. Et puis en parallèle, et vous êtes de plus en plus nombreux à pratiquer cette activité-là, à vous être mis au ski de rando cette année, et il nous semblait important de pouvoir trouver un espace où vous faire passer de l'information, des recommandations. Et du coup, assez rapidement, la FFCAM, donc la Fédération française des clubs alpins de montagne, s'est mobilisée et a mobilisé ses partenaires pour vous proposer ce webinaire. Donc, comment débuter le ski de randonnée. Dans les partenaires, on a déjà vu passer des équipementiers comme Millet, Dynafit ou Petzl, qui vous ont donné de l'info sur comment vous habiller, comment vous équiper en ski, en chaussures, qu'est-ce que vous allez mettre au fond de votre sac lors d'une sortie de ski de rando. On a vu des territoires aussi qui sont venus exposer un petit peu leur service, et notamment pour se mettre au ski de rando. C'est assez intéressant. Donc, il y a Aillon qui est venu la semaine dernière, Arèche-Beaufort, et il y avait même la station de Puigmal dans les Pyrénées. Et voilà. Et du coup, ce soir, alors c'est un sujet qui est important, on peut pas faire sans quand on parle de ski de rando. C'est le sujet de la prévention neige et sécurité. Et donc, on a convié Frédéric Jarry, que vous voyez à l'écran, qui est avec moi ce soir, pour vous parler de ce sujet-là. Donc, c'est un sacré défi parce que c'est un gros sujet, et voilà, on a un temps quand même assez limité. Pour le présenter en quelques mots, Fred est donc chargé, tu m'arrêtes Fred si je me trompe, je crois que tu es chargé de mission à l'ANENA, donc l'Association nationale d'études de la neige et des avalanches, qui est une structure qui est incontournable sur ce sujet-là. Il est aussi conférencier sur le sujet neige et avalanche, formateur référent spécialisé sauvetage et avalanche. Il est aussi rédacteur spécialisé d'ouvrages et de manuels comme la nivologie pratique, les éléments de nivologie, sauvetage avalanche en autonomie. Vous voyez bien qu'on est dans le sujet. Il est aussi responsable de la base de données des accidents d'avalanche pour toute la France, et puis accompagnateur en montagne. Voilà. Donc, je vais te laisser la parole tout de suite. Et juste avant, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On se retrouve après son intervention, voilà, pour essayer de répondre au mieux à vos questionnements. À toi, Fred. Merci, Cécile. Donc, bonjour tout le monde. Donc, oui, ce soir, on va parler, on va pas parler secours en tant que tel, et de conduite à tenir et de technique, parce que le sujet est vaste et on n'a pas beaucoup de temps. On va parler de l'équipement, on va vraiment parler d'équipement, du DVA, détecteur de liquide d'avalanche, de la sonde de l'appel, et du fait qu'il faut se former et s'entraîner régulièrement. Donc, la question que je pose, c'est pourquoi on vous demande en fait d'être équipé, DVA sonde pelle, pourquoi on vous demande d'être formé et de vous entraîner régulièrement. On va le voir donc sur cette petite animation qui devrait durer une vingtaine de minutes. Donc le sommaire, voilà, j'ai quelques points. On va parler des 15 minutes vitales. Donc là, il y aura un peu de statistiques qui vont nous faire prendre conscience de la problématique et pourquoi on doit être équipé. Il y aura aussi un peu des infos sur les délais de réponse des secours professionnels, que ce soit le secours en montagne, PGHM, CRS pompiers ou les pisteurs. On n'aura pas le film parce qu'après on peut pas le passer, mais je parlerai assez rapidement du fait que voilà, il faut compter sur ses compagnons et leur matos. Et puis je ferai un petit focus sur voilà ce que c'est qu'un bon DVA, une bonne pelle, une bonne sonde, parce que on a souvent en formation, quand on fait des formations, on a souvent des gens qui arrivent avec bon, les DVA à l'heure actuelle ça va, en fait ils font quasiment tous l'affaire, quasiment sonde et pelle c'est jamais super bien. Donc là je vous donnerai un peu des conseils quasiment d'achat si vous n'avez pas encore votre matos. Et puis je reviendrai rapidement sur la formation et l'entraînement pour être une machine. Voilà. Donc, on va tout de suite entamer la conversation avec des stats.
et la courbe de survie. Donc, ce que vous avez à l'écran, là, c'est une courbe qui a été, c'est une courbe qui est vieille maintenant, mais qui tient toujours la route. C'est la courbe de survie à l'ensevelissement. Donc, elle présente le temps qui passe quand on est enseveli et puis les chances de survie. Les chances de survie lorsqu'on est, quand on est enseveli. Alors, à la condition qu'on ne soit pas déjà décédé du fait de traumatisme, hein, parce que quand on est pris dans une avalanche, forcément, potentiellement, on peut subir de gros traumatismes qui peuvent être parfois mortels. Donc, à la condition qu'on ne soit déjà pas décédé par traumatisme, quand on est enseveli, on a une première phase qui est la phase de survie qui va durer, on va dire, 15-20 minutes. Voilà. Les stats nous disent précisément 18 minutes. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes enseveli et qu'on vous sort dans les 15-20 premières minutes, statistiquement, vos chances de survie, elles sont au bout de 15-20 minutes proches de 91%. D'accord? Donc, toutes les chances de survie, si on vous sort très rapidement de l'avalanche, et ça dans les 15-20 premières minutes. Et on voit qu'au bout de 15-20 minutes, au bout de 18 minutes, la courbe de survie, ben voilà, la courbe, elle chute drastiquement jusqu'à se stabiliser autour de 35 minutes. Et donc, entre 18 minutes et 35 minutes, on a ce qu'on va appeler la phase d'asphyxie. Donc, en gros, à partir de 18 minutes, c'est là où les gens qui 15-20 premières minutes, on peut respirer correctement la plupart du temps. Au-delà de 15-20 minutes, on commence à subir les conséquences à la fois de l'asphyxie, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à manquer d'air, et aussi vous pouvez commencer à vous empoisonner avec votre propre dioxyde de carbone. Donc, et à partir de 18 minutes, en fait, toutes les minutes qui passent, vous perdez 3% de chance de survie. Voilà. Pour atteindre justement ce seuil, on va dire au bout de 35-40 minutes, où on arrive à 35% de chance de survie. Et sur la suite, on voit aussi que à partir de 35 minutes, il y a une espèce de phase de latence. Là, on retrouve en fait entre 35 minutes et quasiment 2 heures toutes les personnes qui peuvent respirer sous la neige et qu'on va pouvoir dégager, et parce qu'elles peuvent respirer sous la neige, on va pouvoir les dégager vivants. Donc, on se rend compte avec cette courbe de survie qu'il y a une urgence. En fait, quand on est enseveli, il faut absolument qu'on ait les voies respiratoires dégagées en moins de 15-20 minutes. Voilà, après l'ensevelissement. Donc ça, en fait, on va se rendre compte qu'il n'y a pas grand monde qui peut le faire. Si on regarde les délais de réponse des secours professionnels en randonnée, donc ce que j'appelle les secours professionnels en randonnée notamment, ça va être les gendarmes du PGHM, ça va être les policiers de la CRS, ça va être les sapeurs-pompiers. Toutes ces personnes qui font le secours en montagne et vraiment en montagne, donc quand vous êtes en randonnée à ski ou en randonnée à raquette, un peu loin des stations, on se rend compte en fait que leur délai d'intervention, voilà, dans les 15-20 premières minutes, c'est que dans 10% des cas. Voilà. 10% des cas. Après, entre 18 et 35 minutes, ça va être dans 24% des cas. Et le gros, en fait, de l'intervention des professionnels du secours en montagne, ça va être, en fait, après 35 minutes. Je peux même vous donner la moyenne. En moyenne, en fait, les secours en montagne vont arriver dans les 35-40 minutes, d'accord? Et puis, on a une médiane à 45 minutes. Donc, on se rend compte que si vous avez un accident d'avalanche en pleine montagne et que c'est le secours en montagne qui doit intervenir, il sera très rarement là dans les 15-20 premières minutes. Et c'est juste l'intervention, hein. C'est juste le moment où ils vont arriver. Après, encore, il faut qu'ils vous cherchent, il faut qu'ils vous dégagent. Donc, très rarement là dans les 15-20 premières minutes et plutôt dans 90% des cas au-delà de 15 minutes. Si on regarde le hors-piste, bon, cette année, le hors-piste, il n'y en a pas vraiment beaucoup, sauf si vous faites effectivement de la rando en station, où là, on a encore des pisteurs secouristes qui peuvent intervenir. Donc, quand le secours est en hors-piste, donc proche des pistes ouvertes, et qu'il est pratiqué par les pisteurs secouristes, là, on s'aperçoit que, comme les pisteurs secouristes sont rapidement sur zone, on a des délais d'intervention qui sont un peu plus rapides. Voilà, à peu près 50% dans les 15-20 premières minutes, et puis pareil, les 50% restants, ça va être au-delà de 15-20 minutes. Mais on se rend compte que même hors piste, d'une manière générale, on a la moitié des accidents et des ensevelis qui ne peuvent pas être dégagés très rapidement.
parce que les délais d'intervention sont quand même encore assez longs. Donc, ça recadre un peu les choses et ça laisse penser que voilà, si vous avez un accident avalanche, si vous êtes enseveli, s'il y a une personne qui est ensevelie, eh ben, comptez sur les secours extérieurs, les secours en montagne ou les pisteurs quand vous êtes en station. C'est pas la meilleure solution. Donc, vous pouvez pas trop attendre après eux si vous voulez encore être vivant une fois qu'on vous a dégagé. Donc, de fait, vous pouvez compter que sur vos compagnons. Donc, voilà. Donc, après 15 minutes dans 51% des cas, donc la moyenne, c'est 15-20 minutes pour l'intervention des pisteurs secouristes hors piste. Donc, je vous le disais, hein, ça reste encore assez long, même hors piste. Donc, on se rend compte qu'on peut compter effectivement que finalement sur ses compagnons. Alors, les compagnons, en fait, ils vont avoir une solution, c'est utiliser leur matériel. Donc, dans le cadre d'un secours. Alors, je vais même parler plutôt de sauvetage. On va laisser le terme secours pour les secouristes professionnels et on va plutôt utiliser le terme sauvetage pour le sauvetage par les compagnons. Donc, les compagnons, en fait, face à une avalanche et face à l'ensevelissement d'une personne, c'est eux qui vont pouvoir agir, c'est eux qui vont devoir agir et qui vont pouvoir donner le plus de chances de survie à la victime qui va être ensevelie en essayant de l'extraire de la neige dans les 15-20 premières minutes. Et pour ça, à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup d'outils, hein, malgré les téléphones portables et toute la technologie qu'on peut avoir aujourd'hui. Les seuls matériels qu'on a encore à l'heure actuelle, c'est le détecteur de victimes d'avalanche, la sonde, l'appel, et puis notre formation, notre entraînement. Alors, au niveau du DVA, qu'est-ce qui va faire un bon DVA en fait? Ce qu'il faut voir en fait, c'est que dans une recherche DVA, il y a plusieurs phases. Il y a déjà une phase de recherche des signaux. En fait, vous êtes encore loin de la victime. Le DVA de la victime qu'il a sur lui émet un signal, donc émet une onde. Vous êtes encore loin de la victime. Quand vous mettez votre DVA en mode recherche, si la victime est trop loin, vous n'allez pas pouvoir capter son signal tout de suite. Elle est à 100, 150 mètres de vous, vous n'allez pas capter le signal tout de suite parce que votre DVA qui est en mode recherche, il a une certaine portée. La portée du DVA, c'est la distance à laquelle il va pouvoir capter un signal émis, quelle que soit l'orientation des DVA et quel que soit le modèle du DVA et quel que soit l'état des piles. Donc, chaque DVA, chaque modèle de DVA dans toutes les marques, chaque modèle a une portée utile qui est définie. Donc, c'est des portées qui sont définies par le fabricant. Et donc, un bon DVA, finalement, ça va être déjà un DVA qui va avoir une bonne portée. Alors, à l'heure actuelle, donc là, je vous ai mis à l'écran 4 DVA différents. Alors, ils sont de dos, hein, on ne voit pas les marques après, mais il y a 4 DVA différents. Et pour ces 4 DVA, il y a des portées utiles qui sont différentes. Il y en a certains qui ont des portées qui sont de l'ordre de 20 mètres. C'est-à-dire qu'en fait, le DVA, quand vous le mettez en mode recherche, vous allez pouvoir capter à peu près dans toutes les directions à 20 mètres, dans un rayon de 20 mètres. Donc, cette portée de 20 mètres, ça va vous permettre de prospecter sur l'avalanche avec ce qu'on appelle une largeur de bande de recherche de 40 mètres. C'est ce que je mets à l'écran. Voilà. Un DVA qui a une portée de 20 mètres, ça vous fait une largeur de bande de recherche de 40 mètres. Donc, si vous regardez un petit peu le petit dessin avec les petits bonhommes, ça veut dire que si chaque petit bonhomme là, a un DVA avec une portée de 20 mètres, et bien 3 petits bonhommes, 3 personnes, 3 sauveteurs peuvent couvrir une largeur d'à peu près un peu plus d'une centaine de mètres. D'accord ? Voilà. Donc, on a des DVA avec des portées de 20 mètres et puis on a des DVA qui ont des portées beaucoup plus grandes. Voilà, on a des DVA à l'heure actuelle qui annoncent des portées de 35 mètres, donc des largeurs de bande de recherche de 70 mètres. C'est le maximum qu'on ait en gros à l'heure actuelle sur les DVA numériques. Donc, plus un DVA offre une portée indiquée par le fabricant qui va être grande, plus la largeur de bande de recherche va être importante. Donc, finalement, moins on va perdre de temps à chercher le signal parce que c'est avec cette portée qu'on va pouvoir capter le signal plus ou moins vite. Donc, voilà, un bon DVA, ça commence déjà potentiellement par une portée qui va être assez importante et qui va permettre de réduire le temps pendant lequel on va devoir chercher le signal. Parce que, en fait, cette recherche de signal, elle est
totalement indépendante de votre fait, en fait. Ça va dépendre de la taille de l'avalanche, ça va dépendre de la distance à laquelle la victime se trouve, ça va dépendre de la facilité ou pas de se déplacer dans le dépôt. Et donc, cette recherche, en fait, plus vous avez un DVA qui peut vous permettre de chercher loin, mieux c'est. Donc, voilà. Donc, ça va être le premier critère, on va dire peut-être de choix sur un DVA. Ensuite, deuxième critère, ça va être sur la recherche approximative et la recherche fine. Voilà. À l'heure actuelle, tous les DVA qu'on a sont sur le marché. Voilà. On en trouve encore des vieux, hein, voilà, mais sur le marché, en tout cas, dans les magasins, tous les DVA actuels sont des DVA numériques, 3 antennes. Voilà, on n'a plus de DVA avec 1 ou 2 antennes, on n'a que des DVA avec 3 antennes et numériques, c'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur, il y a un processeur qui va faire une partie du travail pour vous, qui va pré-mâcher un peu les choses et qui va vous donner des indications sur un écran. Voilà, donc, du moment où le DVA va capter un signal, il va vous donner une indication chiffrée qui va vous permettre de savoir si vous rapprochez ou si vous vous éloignez du DVA qui est en émission et qui est sous la neige, donc de la victime. Voilà, donc le but du jeu, c'est d'avoir le chiffre de plus en plus petit. Hein. Et votre DVA aussi va vous donner une indication de direction. Une indication de direction avec, alors ça dépend des DVA. On a encore des DVA où c'est des diodes, mais maintenant, la plupart des DVA, c'est plutôt une flèche, plus ou moins, on va dire, voilà, c'est plus ou moins directionnel, mais c'est une flèche qui va vous donner une direction. Et ces 2 indications, à la fois la direction donnée par la flèche ou les diodes et le chiffre, va vous permettre, d'une fois que vous aurez le signal capté, de vous orienter vers la victime, de la localiser. Donc, la précision des indications qui sont données par le DVA, à la fois la précision, la vitesse comment dire, la vitesse avec laquelle le DVA va donner des informations, ça dépend du DVA, du processeur qui est à l'intérieur notamment, et de sa vitesse de traitement de l'information. Donc voilà, un bon DVA, ça va être un DVA qui finalement permet justement de traiter correctement, rapidement et avec fiabilité ces informations et de vous les restituer le plus fidèlement possible. Et là, tous les DVA actuels sur le marché ne sont pas forcément au même niveau. Et c'est pour ça qu'on a des DVA en entrée de gamme et puis des DVA plutôt en haut de gamme. Clairement, voilà, ce qu'il va falloir peut-être choisir, c'est des DVA qui sont à minima en milieu de gamme. Dans une marque, vous pouvez avoir 2 ou 3 DVA. Si vous avez 3 DVA, il y en a un, c'est l'entrée de gamme. Il va peut-être pas falloir le choisir là. Peut-être falloir choisir le milieu ou le haut de gamme. Je pense que pour le commun des mortels, le milieu de gamme, on va dire, suffit assez souvent pour faire beaucoup de formations dans la saison. Voilà, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'aller taper dans le haut de gamme. Là, par exemple, à l'écran, je vous montre, il y a le Barrybox S. Barrybox S qui est un super appareil qui est utilisé notamment par les secouristes professionnels. Je pense que voilà, si vous faites de la rando, on va dire même habituellement, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher un DVA aussi performant. L'entrée de gamme chez Barrybox suffira souvent assez bien, quoi. Voilà. Toutes les marques à l'heure actuelle proposent des DVA qui tiennent la route. Allez plutôt chercher le milieu de gamme. Je vous invite à aller voir le dernier Mountain Magazine où il y a des tests qui ont été faits. Donc, ils ont testé 9 DVA. Voilà, ça vous permettra aussi de vous faire une idée des choix qu'il peut y avoir à faire si vous n'avez pas encore choisi un DVA à l'heure actuelle. Et puis, pour tous ceux qui ont des vieux DVA, alors là, c'est une petite note spéciale, pour tous ceux qui ont des anciens DVA, alors tout ce qui est analogique, si vous avez encore des vieux F1 Focus, je pense qu'il est largement temps de changer. Si vous avez d'anciens DVA numériques, donc les premières générations qui sont arrivées au début des années 2000, pareil, je pense que c'est temps de changer ces appareils parce que ils ont certainement fait leur temps. Bon, selon les marques, on va vous dire qu'un DVA, ça peut durer 10 à 15 ans, potentiellement plus, ça dépend comment vous l'entretenez. Un DVA, ça se révise aussi.
Donc voilà, si vous n'avez jamais fait de révision sur vos anciens DVA, clairement, c'est peut-être le moment d'en changer. J'ai pas d'action chez les fabricants, mais voilà, c'est pas du matériel qui vieillit forcément super bien au bout d'un moment si on le fait pas réviser. Voilà, donc c'était le petit truc. Là-dessus, sur les DVA, je répondrai aux questions s'il y en a par ailleurs. Voilà, j'ai dit l'essentiel que je veux dire maintenant. Une bonne sonde. Donc, une bonne sonde. Alors là, pour le coup, autant les DVA, je pense que ouais, il y a beaucoup de DVA qui tiennent bien la route à l'heure actuelle. Il y a pas trop, on va pas trop se planter. Par contre, sur les sondes, il y a vraiment moyen de prendre une mauvaise sonde. Alors, je ne vais pas décrire ce que c'est que la mauvaise sonde, je vais plutôt décrire ce que c'est qu'une bonne sonde, à mon avis, pour en avoir discuté avec les scouristes et pour faire de la formation, pour avoir vu beaucoup de sondes cassées. Une bonne sonde, ben voilà, c'est ce que j'ai mis à l'écran. C'est déjà une sonde qui fait un minima de 2,40 m en longueur, donc c'est 6 brins de 40 cm. Dans le sac à dos, ça passe bien, c'est pas forcément très lourd. D'accord, donc 240 cm. C'est une sonde qui a un diamètre en fait assez important, au-delà de 11 mm. Plus vous avez un diamètre important avec, on va dire, un bon alu, voilà, plus vous allez avoir de la rigidité et moins votre sonde va être amenée à potentiellement se tordre dans un dépôt de neige qui serait un peu dur. Donc voilà, faut une section de tube qui soit quand même assez costaude et assez importante. Il faut un câble. Clairement, il vaut mieux un câble en fait qu'une cordelette. Les cordelettes, elles ont la fâcheuse tendance déjà à se tendre ou à se détendre selon l'humidité, à s'user dans le temps et potentiellement, si ça fait 10 ans que vous n'avez pas sorti votre sonde du sac à dos et qu'elle est tout le temps pliée dans votre sac et que le jour où vous la sortez, vous l'attendez, pour l'avoir vu en formation, assez souvent, on l'attend, au bout de 10 ans, elle casse. Elle casse et là, vous ne pouvez pas vous servir de votre sonde et vous avez vraiment un élément qui manque dans la recherche parce que ne pas faire le sondage, c'est perdre beaucoup de temps pour la localisation précise de la victime qui est ensevelie. Donc, c'est vraiment un élément essentiel, la sonde. On ne peut pas passer à côté. Ceux qui ont fait des formations le savent très bien. Voilà. Donc, un câble. Et puis aussi, c'est ce qui se fait maintenant et ça marche super bien, un système de blocage automatique. Voilà. Pas un truc à bidouiller que quand vous montez la sonde, il faut bidouiller, il faut visser quelque chose, voilà, non. Un système en fait qui fait que quand vous lancez votre sonde pour la déplier, il y a juste à tirer sur le câble et tout se bloque automatiquement. Et que ça se débloque aussi très facilement. Pareil, voilà, que s'il y a un peu de neige ou quoi que ce soit, on puisse débloquer le système facilement sans qu'il se coince. Donc, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore acheté leur matériel et notamment leur sonde, je vous invite à faire des essais en magasin. Voilà, c'est l'ergonomie, ça se teste comme ça. Vous faites des différents essais du système qui vous convient le mieux. Vous essayez la sonde en magasin et vous verrez ce qui vous va le mieux. D'une manière générale, je dirais pareil pour les pelles, hein, évitez tout ce qui est indiqué light. À moins que vous fassiez du ski alpinisme en compétition et que vous gagnez vraiment du poids sur une sonde, il n'y a pas à gagner de poids. Hein, franchement, vous allez gagner quelques grammes. Et si vous prenez du light, c'est potentiellement la sécurité qui va se jouer derrière. Donc voilà, faites pas comment dire, n'allez pas chercher quelques grammes pour rien. Voilà. Donc, dans les sondes, après, je pense que vous trouverez votre bonheur dans les différents magasins qu'on peut avoir partout autour de chez vous. Voilà. Il n'y a pas de norme sur les sondes. Autant sur les DVA, il y a une norme. Sur les sondes, il n'y a pas de norme, pas encore. Il y en a une qui devrait sortir peut-être un jour par l'UIA. Par contre, il y a une norme pour les pelles qui est sortie depuis quelques temps. Donc, une bonne pelle, quelle qualité pour une bonne pelle? Déjà, une bonne longueur. Une bonne longueur de manche. Voilà, donc moi, ce que je remarque en fait dans toutes les formations que je fais, c'est qu'une bonne longueur de manche, alors je ne sais pas si vous allez me voir, je vais essayer de me reculer, mais voilà, il faut qu'en fait, quand vous preniez la poignée de votre pelle et puis que vous prenez, on va dire, le dessus du godet, il faut que ça soit plus que la largeur de votre épaule, un peu plus que la largeur de votre épaule, donc selon votre gabarit, pour bien la manier en fait, parce que
Le dégagement, pareil, hein, une bonne pelle, c'est clairement une bonne option si on veut dégager rapidement la victime. Dégager la victime, en fait, c'est ce qui prend le plus de temps dans une recherche, enfin dans un sauvetage avalanche. Le DVA, ça peut aller vite quand on est bien entraîné. Le sondage, c'est pareil, ça peut aller vite quand on est bien entraîné. Le dégagement à l'appel, ben, ça prend du temps. C'est ce qui prend le plus de temps. Si vous faites une formation, vous vous en rendrez compte. Et si on n'a pas du bon matériel, si on n'a pas une bonne pelle, ben, on ne sera pas efficace et on pourra peut-être s'en mordre les doigts. Donc, un manche télescopique. Donc, un manche télescopique qui va bien rentrer dans votre sac une fois qu'il est plié. Et puis, une fois qu'il est plié, vous serez bien efficace avec. Et puis, un godet, on va dire, qui va être robuste. Les godets, j'ai mis une petite photo, là, voilà, un godet plastique sur une pelle Orthovox, un godet en Lexan. C'est des godets qui sont rigides, hein, les godets Lexan des pelles Orthovox. Par contre, il manque souvent de tranchant. C'est qu'en fait, une fois qu'on a bien usé le rebord, le tranchant du plastique, ça peut manquer un peu de tranchant et puis on va peut-être manquer d'efficacité. Et puis, sur des neiges, on va dire vraiment dures, voilà, on peut avoir de la casse de temps en temps, mais ça reste solide. Préférez d'une manière générale quand même les pelles métalliques. Voilà, les pelles métalliques. Anodisées, donc avec un revêtement spécifique anodisé qui va faire que ça va être bien solide. Et puis vérifiez bien la robustesse, parce que même sur certaines pelles métalliques, si vous prenez du light, notamment les pelles light, vous pouvez avoir des surprises. Voilà, pour avoir fait des tests de pelles il y a quelques temps en arrière, il y a quelques années en arrière, pour justement caler les choses sur la norme IA, on s'est rendu compte que voilà, il y a même des pelles métalliques, si vous brassez un peu trop la neige, un peu trop fort, ils peuvent plier. Ah, donc là encore, ne prenez pas du light. Voilà, optez pour avoir quelques grammes en plus, quelques centaines de grammes en plus dans votre sac. Mais voilà, si jamais il faut dégager quelqu'un, vous serez bien content d'avoir une bonne pelle qui tient la route. Voilà, donc il y a plein de modèles. Il y a quelques modèles qui tiennent bien la route. À vous de voir en magasin, pareil. Je vous ai mis à l'écran, alors c'est pas celle que j'utilise, mais voilà, c'est juste pour vous montrer. Au niveau de la poignée, il y a plein de types de poignées. Moi, j'ai une petite préférence pour les poignées, comme on voit, ce qu'on appelle une poignée en D, ça forme un D parce qu'on a une bonne préhension en fait, et on est un peu plus efficace que des poignées en T, des poignées un peu particulières. Voilà. Après, c'est au goût de chacun, et c'est mon avis. Les pelles, il y a une norme à l'heure actuelle pour la résistance. Il y a une norme UIA qui est sortie il y a quelques temps en arrière, en 2018. Il y a quelques pelles sur le marché qu'on a norme, pas beaucoup. Il y a certaines pelles qui valent le coup aussi et qui n'ont pas forcément la norme, mais qui valent le coup. Je pense notamment à une pelle de chez Orthovox, la Kodiak, il ne me semble pas qu'elle ait la norme, peut-être qu'elle l'a eu depuis, et elle tient très bien la route, par exemple. Voilà pour les qualités DVA son pelle. Voilà, utiliser le DVA, la sonde et la pelle, c'est technique. On va dire c'est technique. Donc ça s'apprend. Ça s'apprend parce que voilà, utiliser un DVA, même si à l'heure actuelle les DVA sont numériques, qui vous donnent des indications, des flèches et tout ça, qui sont quand même beaucoup plus faciles d'utilisation qu'il y a une dizaine, une quinzaine d'années en arrière, ben, ça reste quand même technique, surtout, on va dire, pour être efficace. Utiliser la sonde, c'est aussi quelque chose de très technique, donc ça s'apprend aussi. Il y a des méthodologies. Et puis le pelletage, pareil, il y a des méthodologies à la fois pour être efficace individuellement, pour savoir creuser correctement, rapidement, pour savoir dégager la neige rapidement, et puis collectivement aussi, pour travailler collectivement. Donc ça s'apprend au niveau des techniques. Et puis il y a l'apprentissage qui va au-delà de la technique, qui est l'apprentissage de la gestion du secours, du sauvetage en avalanche. Parce que voilà, si vous faites une formation, vous allez vite vous rendre compte que utiliser le DVA, la sonde et la pelle, ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend assez rapidement. Mais ça reste une petite partie du sauvetage. Le gros du sauvetage, finalement, c'est l'organisation. Comment on va faire pour trouver la victime, comment on s'organise entre copains, et toujours en pensant que, en cas d'accident, on va y avoir le stress. Le stress,
Et c'est pour ça qu'il faut se former et s'entraîner, donc se former initialement, avoir une bonne formation initiale et s'entraîner très régulièrement pour être vraiment une machine. En fait, au niveau du DVA, de la sonde et de l'appel, il faut juste pas se poser de questions. Il faut être vraiment très très bon, surtout au niveau du DVA. Si vous commencez à douter de votre capacité au DVA et à la recherche avec le DVA, clairement vous allez être amoindri, on va dire, avec le stress de l'avalanche, donc vous ne serez pas efficace. Donc là, il faut vraiment une machine pour justement n'avoir que à gérer la partie gestion du sauvetage et toute l'organisation, la communication entre nous, l'alerte et tout ça. Voilà. Et ça, il n'y a que l'entraînement qui le fait. Donc, une très bonne formation initiale, après un entraînement régulier dans la saison, chaque saison s'entraîner. Le mieux, ce qu'on peut préconiser, c'est un vrai gros entraînement en début de saison, donc sur des vrais scénarios d'avalanche. Donc ça, vous pouvez le faire entre copains, vous pouvez le faire, on va dire, sur des formations en club. Je vais en reparler. Hein. On peut le faire de plein de manières, mais s'entraîner sur des scénarios, des vrais scénarios, avec des vrais ensevelissements. C'est pareil. On a l'habitude, on le voit, hein, nous, on a l'habitude de s'entraîner. Les gens ont l'habitude de s'entraîner avec des ensevelissements faibles. Voilà, et on met le DVA sous 20 cm, 30 cm de neige. Il faut bien comprendre que la moyenne d'ensevelissement, c'est 1,10 m. En moyenne, les gens sont sous 1,10 m de neige. Donc, quand on fait une recherche DVA et qu'on a l'habitude d'avoir son DVA sous 20 cm, tout d'un coup, quand on a des ensevelissements à 1,10 m, on ne comprend pas ce que dit le DVA. On n'arrive pas à comprendre ce que dit le DVA et on peut avoir du mal. Un vrai scénario, c'est des vrais ensevelissements pour faire d'une vraie recherche et un vrai dégagement et un vrai sondage. Donc ça, on le fait plutôt en début de saison. Et puis après, régulièrement, ce qu'on fait en fait dans toute la saison, on va remettre un petit coup de DVA de temps en temps. Voilà, au moment du pique-nique. Si on est en raid, le soir quand on arrive, le matin avant de partir, on se remet un petit coup de DVA entre copains. Voilà, il y en a un qui enseveli, les autres cherchent, ce genre de choses. Et puis de temps en temps, c'est bien d'aller aussi refaire du sondage et du pelletage. Alors, le pelletage, c'est un peu particulier. Voilà, on va construire un igloo, vous faites du pelletage. Voilà, améliorez votre technique de pelletage quand vous faites un igloo, ça peut être ce genre de choses. Donc, il faut revenir dessus sans arrêt pour que, en cas d'accident, vous soyez vraiment serein sur votre technique, sur votre capacité à organiser le secours, parce qu'au moins, vous ne perdrez pas de temps et vous laisserez toutes les chances de survie à la personne qui est sous la neige. Donc, sur les formations, il y a plein de moyens de se former. Hein. À l'heure actuelle, il y a sur le bassin Grenoble, par exemple, il y a des sensibilisations qui sont faites. Les formations, ça se fait via les clubs. Bon, le CAF est là pour former les gens, donc vous vous inscrire dans un club pour aller vous former dans un club, que ce soit la FFCAM, la FFME, ça peut être d'autres clubs, hein, il y a d'autres fédérations qui peuvent proposer ce genre de choses. C'est des formations via les professionnels, donc les guides, les accompagnateurs et les moniteurs qui font des formations. Certaines écoles de ski font des formations spécifiques là-dessus. Ça peut être aussi des marques. Voilà, actuellement, Salomon, Orthovox font des formations, donc il faut aller voir sur leur site. Et puis, je vais prêcher pour ma paroisse, l'ANENA, donc l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches. Nous faisons des formations, alors, à la fois sur la partie sauvetage avalanche, à la fois sur la partie déplacement en terrain enneigé. Donc, on fait des formations. On a, on va dire, sur le papier, 150 formateurs professionnels, donc des guides, des accompagnateurs, des moniteurs qui ont été agréés. Et on en a, on va dire, une soixantaine qui sont vraiment actifs. C'est-à-dire, en fait, on a à peu près 60 formateurs sur le territoire national, Pyrénées, Alpes du Sud, Alpes du Nord, Vosges, Jura et aujourd'hui aussi Massif Central. On a des gens qui peuvent vous former à l'ANENA à la fois sur le sauvetage et sur le déplacement. Et donc, vous pouvez très, très bien aller voir notre site de formation, ANENA-formation, pour trouver une formation qui vous convient. Voilà. J'ai terminé. Je pense que je suis allé peut-être un peu plus vite que j'avais prévu. Je prends toutes les questions maintenant, si vous voulez. Et on peut répondre. Et Cécile peut revenir avec moi si elle veut. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Fred, pour cette bonne synthèse. Du coup, on va passer aux questions. Donc, simplement, juste pour
de ce qu'on entend, le mot d'ordre, le mot principal quand même, c'est vraiment s'entraîner pour pouvoir avoir des réflexes finalement en cas d'accident. Et aussi pour connaître son matériel, me semble-t-il. Voilà, parce que tous les DVA ne réagissent pas forcément de la même façon. Non. Et voilà, donc on va passer aux questions. Alors, on nous les affiche. Donc, belle intervention. Et l'idée, ou plutôt l'action d'entraînement en scénario, excellent. J'imagine qu'en parlant de scénario, vous programmez l'appel des secours intégré à la gestion du groupe en crise. J'imagine une de vos interventions ici à... Et voilà la suite. Avec un scénario. Donc, est-ce que c'est bien ça? Ouais, un scénario, c'est vraiment, voilà, on se met vraiment dans une situation d'accident où on va avoir une ou deux victimes, rarement plus que deux, sauf si on est vraiment bien entraîné. Et effectivement, on va faire toute la conduite à tenir en cas d'accident. Donc, ça va passer par l'alerte, l'organisation du groupe, la gestion des DVA, des personnes qui sont encore en surface, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment ça, un scénario, c'est vraiment quelque chose qui va nous mettre en situation d'un vrai accident, avec tout ce que ça implique. C'est ça. En général, les personnes sur ces scénarios-là prennent des rôles aussi. Il y a le perturbateur qui va être en panique. Voilà, tout à fait, donc, c'est vrai que ça on fait un peu du théâtre dans ces cas-là. On scénarise et on joue un peu une pièce. Niveau batterie, c'est quoi le minimum en pourcentage pour remplacer les piles d'un DVA? Alors, on va dire qu'il faut se référer au mode d'emploi du fabricant, mais d'une manière générale, la plupart des fabricants estiment qu'en dessous de 50%, il faut changer les batteries, les piles. Alors, clairement, 50%, c'est faible. Parce que, autant en mode émission, un DVA peut émettre encore assez longtemps quand il est à 50%. Dès que vous allez le basculer en mode recherche et qu'il faut vraiment faire une recherche, s'il fait froid, si la recherche peut-être dure longtemps, 50%, ça risque d'être un peu limite. Moi, j'ai plutôt l'habitude de changer mes batteries quand je suis en dessous de, ça dépend, mais 70, je change mes batteries. Okay. Et ça me fait rebondir sur une question. Tu préconises tous les combien de temps pour faire réviser son DVA? Ça va dépendre, c'est pareil, ça dépend de l'utilisation. Alors là, les fabricants ne disent pas tous la même chose non plus. Ça va dépendre de l'utilisation. Si tu as vraiment une utilisation, on va dire, très, très régulière, une ou plusieurs fois par semaine, c'est peut-être, alors pour un pratiquant lambda, ça sera peut-être tous les 2 ans. Un professionnel, en fait, souvent, on dit que les professionnels, on leur demande de faire réviser tous les ans. Pour un pratiquant qui va l'utiliser comme un professionnel, ça sera pareil. Un pratiquant qui va peut-être l'utiliser un petit peu moins, peut-être tous les 2 ans, et puis sinon, tous les 3 ans. Ok, assez régulièrement. Ouais, très régulièrement. Ouais. Faut pas, et surtout, on va dire surtout que maintenant, c'est des appareils numériques, donc il y a de l'électronique dedans, il y a les processeurs, en plus les processeurs qui peuvent être mis à jour, en fait. Il peut y avoir des mises à jour sur les processeurs, donc c'est toujours intéressant d'avoir ces mises à jour parce qu'ils peuvent débugger certaines choses, améliorer aussi certaines fonctionnalités. Donc ces mises à jour, elles sont vraiment importantes. Donc n'hésitez vraiment pas à renvoyer vos DVA en révision et faites-le à la fin de la saison hivernale. Faites-le pas juste avant parce que là, vous allez avoir votre DVA avec un gros délai en retour. Donc une fois que la saison est terminée, vous savez que vous n'allez plus faire aller en neige. Et bien, vous l'envoyez en révision. Ok. Dominique qui nous pose la question, quel est vraiment l'intérêt de la sonde vu la précision du DVA? Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les DVA, on a 3 antennes. On a 3 antennes dans un DVA et la petite antenne qui est dans l'épaisseur apporte vraiment beaucoup de précision à l'heure actuelle. Ça dépend quand même des DVA. Et plus l'ensevelissement est important, moins cette précision elle est importante aussi. Plus on va avoir, on va dire, une zone, on va dire, qui va être un peu floue. Et on ne peut pas se permettre de creuser au hasard. Alors, pour le vivre régulièrement en formation, les gens qui ne touchent pas à la sonde et qui commencent à creuser, le plus souvent, ils creusent à côté. Ils sont obligés de revenir au DVA pour rechercher. Finalement, ils retrouvent à peu près les mêmes choses avec le DVA. Donc, non, on ne peut vraiment pas couper à la sonde. La sonde, c'est vraiment le seul moyen de savoir précisément où se trouve la victime et de pouvoir creuser derrière, donc de dégager correctement la victime et savoir où elle est. Et la sonde, ça va être votre fil d'Ariane finalement jusqu'à la victime. Du moment où vous l'avez touché, vous allez, quand vous allez creuser, vous allez suivre la sonde et c'est votre fil d'Ariane jusqu'à la victime.
Alors, il y a cet intérêt-là, en fait, de vraiment une vraie précision. Et puis, je pense qu'il y a aussi un intérêt psychologique. En fait, potentiellement, si la victime elle est encore consciente et qu'elle sent le coup de sonde, ça peut lui donner un peu du peps. Et puis, vous aussi, quand vous cherchez avec le DVA, même si vous avez une bonne précision dans la recherche fine, parce que je n'ai pas décrit, mais dans la recherche fine, quand vous arrivez vraiment très finement vers la victime, même si on a une bonne précision, on n'est jamais sûr, en tout cas, tant qu'on n'a pas touché la victime. Enfin, physiquement, on ne l'a pas. Alors de toucher la victime à la sonde, psychologiquement, vous savez que vous l'avez. Et je pense que dans un vrai secours, au niveau stress, ça peut vous faire descendre le stress parce que là, vous savez que vous avez touché la victime, qu'elle est là et qu'il n'y a plus qu'à creuser. Donc, il y a les deux intérêts. Alors, Luce, bonjour. Que préconisez-vous pour le check du groupe en amont de la sortie? Si le DVA a l'auto-check, Mammouth, je fais le check du groupe et c'est tout, ça suffit? Pas besoin de double check? Bon, voilà. Alors, je préconise, à moins que vous soyez en raid et que le double check, mais d'une manière générale, quand vous commencez une rando, du moment où on a des gens qui sont nouveaux dans le groupe, avec des nouveaux DVA, faire le double check. Donc, le double check DVA, pour expliquer un peu à celles et ceux qui ne seraient pas trop habitués, c'est qu'en fait, en début de séance, en début de sortie, en gros, juste après le parking, quand on n'est pas encore dans les pentes, on va tester à la fois le mode recherche et le mode émission du détecteur. Alors, ce qu'on fait normalement, c'est que le leader du groupe, en premier, lui, va se mettre en mode émission. L'ensemble du groupe va se mettre en mode recherche et va passer devant le leader pour voir si le mode recherche de son DVA, donc du DVA de chaque membre du groupe, fonctionne correctement. Donc là, on va vérifier déjà le mode recherche du groupe. Et une fois que ça c'est fait, les membres du groupe vont basculer en mode émission. Ils basculent en mode émission, ils mettent le DVA sur eux correctement. Et à ce moment-là, effectivement, le leader du groupe va tester, lui, donc alors, on va voir comment, mais il va tester si chaque membre du groupe émet bien. Donc, il y a deux possibilités. Il y a soit ce que Luce dit, c'est le mode group check. À l'heure actuelle, il y a des DVA qui proposent un mode qui est le mode group check, qui permet de checker en fait le mode émission des partenaires, des copains, avec une portée un peu réduite, ce qui fait que c'est un peu plus facile à gérer, et tout en étant en mode émission. Donc, il y a quelque chose qui est pas mal là. Donc, ça se fait bien comme ça. Et puis sinon, si on n'a pas le mode group check sur son DVA, le leader, dans ce cas-là, il doit se mettre en mode recherche et puis chercher chacun des participants à la rencontre. Donc voilà, le double check, il faut le faire tout le temps. Pareil, ça demande de l'entraînement. Il faut le faire en réalité pour comprendre. C'est un peu dur à expliquer. Ouais, c'est dur à expliquer. Mais ça demande une formation. Mais c'est très clair, c'est très clair. Alors, Daniel, lorsque l'on part seul en montagne, cela a-t-il un sens d'emporter le matériel sauvetage avalanche avec soi? Une seule personne peut-elle servir à trouver une victime avalanche? Alors ouais, ça sert. J'avais la discussion la semaine dernière avec des gens que je formais. Il y a une personne qui sortait seule et qui n'avait pas de DVA, enfin qui sortait seule et sans DVA. Oui, ça a du sens parce que vous pouvez être seul et vous-même être enseveli, mais dans un secteur en fait où il y a du monde. Donc si vous êtes dans un secteur où il y a du monde et que vous avez un DVA et que vous êtes enseveli, vous serez bien content que ces personnes-là, qui sont peut-être équipées, puissent vous localiser. Donc ça vous donne quand même aussi vous une chance finalement, même si vous êtes seul. Et puis, c'est vous qui pouvez être aussi témoin d'un accident d'avalanche. Et étant seul, participer peut-être en tant que témoin à une recherche sur cet accident, seul ou pas seul. Seul, par contre, effectivement, il faut être bon. Si c'est ça le sens de la question, mais seul, clairement, il faut être bon. Mais voilà, même seul, je pense qu'avoir un DVA et puis une sonde INPES, c'est vraiment, vraiment bien. Dans les deux sens. Super. Isabelle, vous parlez de groupe. Idéalement, à combien de personnes faut-il partir? Alors là, on parle de prévention. C'est vrai que là, on parle de DVA, de sonde INPES, je ne l'ai pas dit, on est dans l'aspect curatif de l'avalanche. Là, on parle plutôt de prévention. Idéalement, combien de personnes? Alors tout seul, non. Voilà. Alors clairement, que je vous dise, quand on regarde tous les décès qu'on a eu cette année, là, depuis le début d'année, il y a une grande partie des décès, c'est des personnes qui étaient seules. Donc tout seul, effectivement, s'il n'y a pas de témoin, c'est un peu contradictoire à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais bon, tout seul, s'il n'y a pas de témoin, si on est vraiment dans une zone isolée, malheureusement, les chances de décès, les risques de décès sont élevés. Donc seul, c'est pas bien.
Deux, c'est chaud. Hein. Deux, c'est pareil. S'il n'y a personne autour pour donner la main, s'il y en a un qui est enseveli, l'autre va se retrouver tout seul à faire le sauvetage, alerter les secours et tout ça. Ça va être assez compliqué. Donc, il faut être très, très bon. Et c'est quand même chaud. 3, ça devient bien. 3, si on gère bien les choses, voilà, un seul enseveli, 2 pour gérer le secours, ça commence à être beaucoup plus confort. Donc, à partir de 3, c'est bien. Après, 4, 5, 6, au-delà de 6, on va peut-être commencer à avoir des problèmes de communication interne au groupe. Donc, c'est plus les mêmes problèmes. C'est vrai que plus on est, on va dire, par rapport au secours avalanche, plus on est et plus on est facile pour organiser le secours et tout ça. Mais plus on a des problèmes de communication. Et puis, en termes de prévention, si on est beaucoup, la communication se fait difficilement, le déplacement peut être difficile. Donc, si on est trop, ça devient compliqué. Donc, 6, 8, c'est peut-être des max à mon sens, et en tout cas au sens de l'animal. Très bien. Question suivante. Adrien, à quel moment doit-on appeler les secours? Ah oui, est-ce qu'il faut les appeler avant de commencer la recherche ou pendant? Et doit-on les appeler systématiquement, quitte à les rappeler si on n'arrive pas à dégager la victime rapidement? À dégager la victime rapidement. Très bonne question. Alors, du moment où on est plusieurs à faire le sauvetage, il ne faut pas se poser la question. Il y en a un qui appelle et le reste fait le secours. Donc, ça ne se pose pas comme question. En gros, vous êtes deux, il y a une personne qui est ensevelie, il y en a un qui appelle tout de suite et l'autre commence à faire la recherche et la conduite à tenir. Donc, la question ne se pose pas, c'est on appelle tout de suite si on peut comme ça. La question se pose, c'est si on est tout seul. Voilà, c'est le groupe, on était deux. Il y a mon copain qui est sous la neige et moi, je suis tout seul. Est-ce que je dois appeler tout de suite ou pas? Alors, il y a beaucoup de secouristes montagne qui vont vous dire il faut appeler tout de suite. Il faut appeler tout de suite et puis je fais le secours après. Donc, et puis, il y a beaucoup de secouristes montagne qui sont d'un avis un peu différent. Et nous, c'est potentiellement ce qu'on préconise aussi. Ça va dépendre. Ça va dépendre de ce que vous sentez vous au moment de l'accident et surtout de la taille de l'avalanche. Si vous estimez, clairement, vous êtes tout seul, il y a votre copain qui est sous la neige, vous estimez que, voilà, vous avez toutes les chances de localiser la victime très rapidement, dans les 5 minutes qui viennent, parce que la taille de l'avalanche est toute petite, parce que vous allez vous déplacer facilement sur le dépôt, parce que vous êtes bon avec votre matériel, vous savez que vous pouvez gérer, là, ça vaut le coup de faire la recherche tout de suite, la localisation tout de suite, et puis après, ça va dépendre. Si votre victime elle est sous 2 mètres de neige, là, 2 mètres, une victime ensevelie sous 1,50 m, 2 mètres, tout seul, vous allez mettre du temps. Donc, c'est peut-être là que vous allez peut-être devoir appeler. Et si la victime elle est sous moins de 1 mètre, on va dire, là, vous allez peut-être faire le dégagement et appeler peut-être après. Donc, l'idée, c'est de savoir est-ce que je suis apte, là, tout de suite, à, dans les 15 premières minutes, sauver mon copain. Oui, j'appelle après. Non, parce que c'est trop grand, c'est trop compliqué, ou je suis nul, j'appelle les secours tout de suite. Voilà, c'est une réponse un peu systémique, mais c'est plutôt ça qu'il faut se dire. Très bien. Question suivante. Est-ce que nous en affiche une? Ouais. Alors, c'est Yann. Avez-vous des stats concernant l'efficacité des sacs airbags? Marketing ou réellement efficace? Si efficace, est-ce que toutes les marques se valent? Alors, oui, efficace. On a eu la chance de pouvoir contribuer à une étude mondiale il y a quelques temps en arrière maintenant, qui a été conduite par l'Institut fédéral des études de la neige et de l'avalanche en Suisse. Donc, l'étude a démontré en fait que quand on tire la poignée et que le sac se gonfle, ça divise par 2 le risque de décès en fait. Voilà, statistiquement. Pour une même avalanche, une personne qui est équipée, une personne qui n'est pas équipée, une personne qui est équipée qui tire le sac, une personne qui n'est pas équipée, ça, voilà, la personne qui tire la poignée et que les sacs se gonflent, c'est 2 fois moins de chances de décès. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est pas du marketing, en tout cas pour cette stat-là. Est-ce que toutes les marques se valent? Alors, on n'a pas eu d'études, on va dire, et de tests, on va dire, pour voir quels sont les meilleurs sacs ou pas. D'une manière générale, ce qu'on peut voir, c'est a priori tous les sacs font le job. Voilà, l'idée, c'est d'avoir des gros sacs qui se gonflent et de rester en surface parce que c'est un principe qui veut que
Les sacs airbags, c'est un principe qui veut que dans un écoulement granulaire, les gros volumes restent en surface. Donc, du moment où vous avez votre sac qui se gonfle et que le volume est important avec votre volume corporel, vous allez plutôt rester en surface. Il n'y a jamais eu de test, on va dire, comparatif. Ça serait un peu compliqué de le faire pour que ça soit valable statistiquement. C'est plus difficile de faire des tests comparatifs sur des sacs que sur des DVA. Et tu me confirmeras que le sac, si on a un sac airbag, on a quand même un DVA sur soi. Ah ouais, clairement, ouais, clairement. L'airbag, en fait, c'est un plus. C'est un bon plus, mais c'est un plus. La base, c'est le DVA, la sonde d'appel, la formation d'entraînement pour savoir s'en servir. Le sac, c'est un plus. Ça sauve effectivement des vies chaque année. Mais on a aussi pas mal d'accidents où les gens se retrouvent ensevelis malgré le sac. Parce qu'ils n'ont pas tiré la poignée, parce qu'ils n'y ont pas pensé, parce qu'ils n'ont pas pu. Parce que quand on est emporté dans une avalanche, si on n'a pas tiré tout de suite la poignée, aller chercher la poignée, c'est pas forcément évident. Et puis, on a aussi des cas, alors vous avez des exemples sur Internet avec des vidéos, où les gens ont tiré la poignée, le sac s'est gonflé, mais ils ont été recouverts. Et c'est pas archimène, on remonte pas à la surface. C'est pas de la flottabilité comme ça. On se ferait recouvrir et puis même malgré le sac, on sera sous la neige. Ok. Alors Mathilde nous demande si la personne ensevelie n'a pas de DVA ni de réflecteur écho, est-elle détectable? Alors, bonne question. C'est plus compliqué, clairement. Ça va être beaucoup plus compliqué. Il y a les moyens qu'on a sans moyens électroniques. Ça va être le chien. Donc les chiens et les maîtres chiens d'avalanche. Ça va être le sondage, les vagues de sondage. D'accord. Et puis, vous l'avez peut-être vu dans les actualités récemment, la personne qui était à Val d'Isère, qui a été ensevelie pendant un peu plus de 2h30 en randonnée à raquette, là, il a été retrouvé via un système qui s'appelle Wolfhound, qui a été créé par un gendarme du PGHM de Grenoble, du Versou, et qui a réussi à le localiser grâce à son téléphone portable. Mais c'est un truc qui est mis en œuvre en dernier recours. Et ça marche pas forcément tout le temps, donc faut pas s'y fier. Enfin, c'est pas qu'il faut pas s'y fier, mais faut pas se dire j'ai un téléphone portable, donc je vais être retrouvé grâce à ce système. Non. Et de toute façon, que ce soit le Wolfhound, ce système-là, ou un réco, ou un chien, ou une vague de sondage, ça arrivera de toute façon statistiquement un peu trop tard, parce que c'est les secours organisés qui ont ces systèmes-là. Et donc, on l'a vu tout à l'heure avec les statistiques, les secours organisés arrivent malheureusement souvent au-delà des 15-20 minutes vitales. Voilà, donc, le DVA à la sonde d'appel, ça reste la base. Très bien. Alors, Elisabeth, quelle information transmettre au secours quand on les a au téléphone? Et y a-t-il des formations en ligne pour la partie théorique? Alors, quelles informations transmettre au secours? Alors, on va dire les secours, vous allez appeler, privilégier le 112, d'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous faites le 112, vous tombez sur le centre de traitement de l'alerte du CODIS de votre département, qui est un centre qui traite tout type de secours, dans la rue, enfin voilà, tout type de secours. Donc, c'est super important de tout de suite dire que vous êtes face à une avalanche en montagne. Donc, c'est une avalanche en montagne. Pour eux, percutent rapidement et vous demandez d'être mis en relation avec le secours en montagne. Il faut que ça percute de leur côté, que c'est un accident d'avalanche, que c'est en montagne. Et donc, un véhicule des pompiers ne pourrait pas accéder et qu'il va falloir le secours en montagne. Donc, ça, c'est la première grosse info qu'il faut leur donner et il faut le faire tout de suite. Ensuite, ça va être forcément la localisation, là où vous êtes, clairement. Alors, il y a des systèmes qui existent à l'heure actuelle pour vous géolocaliser, notamment GEOLOC et Géoloc, qui sont des systèmes qui sont utilisés par les services de secours. Si vous avez sur votre téléphone portable de la donnée mobile et la géolocalisation en marche, ils vont potentiellement pouvoir vous envoyer un SMS. Vous allez pouvoir cliquer sur le SMS, sur un lien sur le SMS, et là, ils vont pouvoir vous géolocaliser directement avec vos coordonnées GPS. Donc ça, c'est pas mal, ça marche assez souvent. Donc les secouristes, dans ce cas-là, ils sont contents, ils savent où vous êtes. Et si vous n'avez pas ça, il va falloir pouvoir donner vos coordonnées aux secouristes. Donc, soit vous décrivez où vous êtes, soit vous savez exactement où vous êtes, soit vous décrivez où vous êtes. Mais le mieux, c'est des coordonnées GPS. Ce qui suppose, alors je fais un petit encart là-dedans, ce qui suppose quand même que dans un groupe, à tout moment, il faut que le groupe sache où on est. Parce que s'il y a que le leader qui sait où on est et que c'est le leader qui est sous la neige, le groupe va être perdu, il va peut-être pas pouvoir donner l'information. Donc, il faut que tout le temps,
le groupe sache à peu près où il est, quoi, et que l'ensemble des membres du groupe puissent donner des positions GPS s'ils peuvent, soit via la carte, soit une application mobile. On a des applications maintenant au téléphone avec la localisation ça marche comme un GPS, un téléphone. Voilà. Et donc, ça va être les deux grosses informations. Après, de toute façon, les squeezes, poser des questions, ça va être sur le nombre de personnes qui sont ensevelies, est-ce qu'elles sont équipées ou pas de DVA, justement, le nombre de personnes qui cherchent, la météo, l'aérologie, s'il y a des obstacles, tout ça. Mais ils vous poseront les questions. Mais les deux gros trucs, c'est ça. C'est avalanche, secours en montagne et positionnement. Y a-t-il des formations en ligne pour la partie théorique? Alors, sur le secours, il y a des choses qui existent, il y a des petits trucs qui existent. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a développé une petite appli pour faire des recherches et s'entraîner à faire la recherche du signal approximatif et tout ça. Mais voilà, pas vraiment à ma connaissance. Je sais qu'il y a certains sites, certaines marques ont fait des formations en ligne, mais c'est pas des vraies formations. Cécile, si voilà, FFCAM a mis des choses en place, je ne sais pas. Oui, bien sûr, au niveau des clubs, il y a des choses qui se passent, notamment depuis cet hiver, avec ce contexte. Il y a pas mal de clubs qui ont mis en place des formations en ligne. Donc, il faut se rapprocher des clubs autour de chez vous et voilà, ils vous diront ce qui se fait. Mais tous les ans, il y a des choses qui se font. Voilà. On va peut-être une dernière question avant de clôturer. Je vois Jean-François qui demande, peut-on envoyer un SMS sur le 112? Alors, sur le 112, non. Le 112, à ma connaissance, et jusqu'à présent, je crois que ça va changer, mais jusqu'à présent, on ne peut pas envoyer de SMS sur le 112. Sur le 114, on peut. Donc, le 114, en fait, c'est l'équivalent du 112, mais pour les personnes malentendantes donc les sourds et muets. Pas comme ça qu'on le dit, mais voilà. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours possible, effectivement, d'envoyer un SMS via le 114, mais il faut se rendre compte que le 114, c'est pas le CODIS, c'est pas le centre de traitement d'alerte, c'est en tout cas sur le bassin, c'est un service spécial à l'hôpital qui gère ça, en fait. Et c'est pas forcément les plus à même pour vous aider, mais c'est toujours une solution de repli si jamais vous pouvez envoyer que des SMS. Voilà. C'est pas mieux, mais c'est une solution de repli. Mais juste sachez que le 114, c'est pas le 112 et que c'est un service vraiment spécial, donc ça va peut-être un peu plus long que le 112, clairement. Ok. Bon, mais un grand merci, Fred, pour toute cette présentation et cet épisode. Donc, vous l'aurez compris, c'est se former, et notamment en théorie et aussi et surtout sur le terrain. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des différents centres de formation. On remercie aussi bien sûr l'ANENA, notre partenaire. C'est cet épisode, si vous voulez le revoir ou si vous n'avez pas pu le voir en entier, tous les épisodes sont visionnables depuis la page Facebook de la FFCAM ou la page YouTube de la FFCAM. De notre côté, on va se retrouver la semaine prochaine. Donc, comme je vous le disais en début d'épisode, ce sont 10 épisodes, donc tous les mardis et jeudis à 19h du mois de février. Et donc, la semaine prochaine, avec 2 épisodes sur la pratique du ski de rando en domaine de montagne et la compréhension des terrains enneigés, parce qu'avant l'accident, c'est d'abord comprendre le terrain sur lequel on va skier. Et puis, un autre épisode plus technique sera consacré aux techniques de progression en montée, donc notamment avec les fameuses conversions et en descente. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée à tous. Encore un grand merci, Fred, à toi Merci. Et à bientôt. Merci à tous.